Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce dernier numéro de Politique de l'année 2022. Un numéro qui se veut être ce soir une rétrospective des principaux événements dans la politique internationale. D'abord le conflit en Ukraine et ses répercussions, l'économie mondiale, la question palestinienne qui revient en force au devant de la scène. D'abord par la violence exercée sur les Palestiniens, sur les territoires occupés depuis le début de l'année par l'entité sioniste, ensuite par le regain de soutien à la cause palestinienne qui a brillé lors du sommet arabe d'Alger le 2 novembre. Le Sahara occidental connaît à son tour des percées diplomatiques. Le dossier a carrément le vent en poupe auprès des instances internationales, contrairement à la puissance occupante qui, elle, essuie des revers sur fond de scandales de corruption. La Libye également, plus que jamais présente. 2023 sera-t-elle l'année de la solution? Le monde arabe, à l'exemple de la Tunisie ou encore du Liban, a connu son lot de bouleversements. Le conflit en Ukraine finalement aura mis à nu les hypocrisies des politiques qui ont finalement montré leurs limites. L'année 2023 verra-t-elle la venue d'un nouvel ordre mondial? Justement, nous allons parler ce soir avec nos invités. Nous aurons beaucoup de plaisir à accueillir M. Gamal Abina, expert en questions internationales depuis Paris par Skype. M. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. Nous avons également M. Manuel Pouchelet, spécialiste de géopolitique et de sécurité. Nous recevons également aujourd'hui et ce soir M. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques par téléphone. Il sera avec nous par Alger. M. Kantibala, représentant du Front Polisario, chargé de l'émission pour l'Europe et l'Union européenne. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau et dernier numéro de 2022 de Politique. Nous allons donc commencer sans plus tarder par la première question et je vais commencer avec vous, Monsieur Gamal Abina. Faut dire que cette année 2022 a été marquée par le conflit en Ukraine, un conflit qui a bouleversé la quiétude du monde et a mis à nu les lacunes du monde occidental. Ne s'attend-on pas réellement ne s'attendait-on pas, j'y arrive réellement, à cette offensive ou était-elle prévisible finalement? Oui, elle était parfaitement prévisible, elle était parfaitement réfléchie, elle a été littéralement organisée dans la mesure où les accords de Minsk n'ont pas été respectés, où l'OSCE n'a pas fait pression sur la nouvelle direction politique. On s'y attendait parce que les Russes l'avaient annoncé. Ils n'ont pas fait mystère du fait qu'ils commençaient à être très agacés par le fait qu'on bombarde régulièrement les régions la région du Donbass, Donetsk et Louhansk. On s'y attendait parce qu'évidemment, les Russes avaient massé des forces à la frontière. Les États-Unis avaient prévenu quelques jours avant l'attaque. Mais surtout, on s'y attendait parce que, évidemment, l'encerclement de l'ex-URSS, donc la Russie, du moins ce qu'il en reste, était de plus en plus évident avec une pression de l'OTAN aux frontières russes qui était très mal vécue par la partie russe, en l'occurrence par M. Poutine, qui ont très mal vécu le fait que effectivement l'OTAN aurait dû disparaître après la chute de l'Union soviétique et finalement elle a été maintenue alors que le parquet de Varsovie a été dissous, et surtout, et c'est le plus important, parce que les Russes se rendent bien compte de cette offensive otanesque qui est une façon de dire aux Russes: nous vous repoussons le plus loin possible à vos frontières jusqu'à toucher votre précaré qui est le monde slave, car il ne faut jamais oublier que l'Ukraine reste un pays slave, un pays frère, un pays d'origine littéralement russe pour une grande partie de la population, un pays évidemment de culture orthodoxe pour l'essentiel, et puis un pays dans lequel une grande partie de la population russe a trouvé refuge un temps pendant la guerre et a été libérée d'ailleurs des nazis par les Russes. Donc toutes ces idées-là, toute cette grande question de l'Ukraine qui est un point central européen avec évidemment Sébastopol et la Crimée, qui ont été les bases très très discutées par les soviétiques contre les nazis, aujourd'hui sont revenus dans un point d'orgue évidemment, puisqu'on se rend bien compte qu'en Ukraine il y a des néo-nazis qui étaient à la manœuvre aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, alors nous avons avec nous M. Manuel Pouchelet. M. Pouchelet, bonsoir. Finalement, l'Occident savait très bien à quoi il s'attendait, puisque de toute façon, nous allons presque dire que cette guerre était prévisible, comme disait tout à l'heure, à l'instant même, M. Gamal Abina, mais qu'elle était même presque, entre guillemets, désirée. On voulait qu'il y ait cet enlisement. Cet enlisement, si vous voulez, s'explique par plusieurs raisons. En effet, il y a une politique agressive de l'OTAN envers la Russie et on va dire les pays slaves. Mais de toute façon, c'était prévisible, puisque de toute façon, même l'Union européenne est en contradiction avec la Russie.
Et je pense que M. Poutine a été poussé dans ses retranchements, si vous voulez. On a des sanctions économiques qui pénalisent la Russie. Et cette guerre, si vous voulez, cette crise devait tôt ou tard se planifier. Mais en revanche, ce qui a surpris les Européens, c'est son agenda. Elle n'était pas forcément prévue tout de suite, quelque part. Mais en même temps, on se retrouve avec des Européens qui se retrouvent entre la Russie et ses contradictions, mais en même temps, les Européens qui se contredisent aussi avec les États-Unis. Donc, si vous voulez, cette situation en Europe était déjà une volatilité connue. En revanche, on ne savait pas quand est-ce qu'elle risquait de se produire, d'autant que maintenant, on l'a évoqué lors d'un dernier direct avec votre chaîne, il y a aussi la question des Balkans qui maintenant s'invite, où la Russie, encore une fois, est partie prenante en termes de diplomatie. Oui, très bien. Alors, messieurs, avant de poursuivre notre débat, nous allons d'abord voir ensemble ce sujet signé Amin Touta, consacré à l'Ukraine, et on revient au débat. Ce qui était à craindre est devenu une réalité en ce jour du 24 février 2022, lorsque le président russe Vladimir Poutine annonce le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Un conflit militaire que l'Europe n'a pas vécu depuis plusieurs décennies. Et aux premières heures des opérations, les premiers réfugiés ukrainiens sont afflués vers les frontières occidentales du pays, notamment la Pologne, avec un chiffre estimé à l'heure actuelle à plus de 5 millions selon les sources onusiennes. Un nombre qui s'ajoute aux déplacés internes dans le centre et l'ouest du pays. Dans la foulée, l'outil des sanctions économiques sur Moscou n'a pas tardé à se manifester. 6 salves ont été décidées par l'Union européenne à l'encontre de la Russie, ce qui a ouvert la voie à un bras de fer sans précédent, à l'image de la crise énergétique et la crise céréalière. Sur le terrain, l'intensification des combats entre les deux parties, notamment à l'est du pays et autour du site d'Azovstal, n'ont pas empêché Kiev et Moscou de se réunir autour d'une table de négociation. Néanmoins, les pourparlers n'ont pas pu faire taire le bruit des armes. Même si sur le plan humanitaire, un accord d'exportation des céréales ukrainiennes a été conclu à Istanbul sous médiation onusienne et turque. Et après plus de 10 mois de conflit, les tentatives d'apaisement restent sans issue. Selon plusieurs observateurs, les répercussions économiques et l'échec des négociations entre les belligérants présagent de faire perdurer le conflit. Alors pour continuer sur la même lancée, celle de l'Ukraine, une année charnière pour l'Europe qui s'est réveillée un 24 février 2022 sur justement cette guerre qui est à ses portes, lui, c'est-à-dire l'Europe qui s'est habituée plutôt à voir les guerres dans ces chaînes de télévision qui se déroulent dans des pays lointains, n'est-ce pas, monsieur Gamal Abina? Un vrai bouleversement pour l'Europe. Alors oui, en même temps, c'est pas tout à fait vrai parce que les Européens sont très hypocrites sur ces questions-là. Il ne faut pas oublier, évidemment, dans les années 90, les deux guerres qui ont opposé l'OTAN à la Serbie, puisque c'était l'ex-Yougoslavie qui avait été démembrée, une guerre civile qui a fait beaucoup de morts. On se souvient évidemment de ce qui s'est passé en Bosnie, au Kosovo par la suite, en Croatie. C'était une guerre assez lourde de l'OTAN d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. L'OTAN a détruit une grande partie de l'appareil militaire serbe, bien qu'il n'ayant pas essentiellement impacté le pays. Mais cette guerre a existé, c'était la suite effectivement de l'effondrement de l'ex-URSS. On voulait en finir avec les partis communistes. On a fait feu de tout bois jusqu'en Chine d'ailleurs avec l'histoire de la place de Tiananmen, mais ils font semblant d'oublier cette guerre. Alors c'est quand même une guerre en Europe, hein. C'est la dernière guerre qui a eu lieu. Effectivement, le choc est important parce que ils ne s'attendaient pas à ce qu'une autre guerre intervienne en Europe, mais on oublie aussi par là même que l'URSS, l'ex-URSS, donc la Russie aujourd'hui, a aussi mené des guerres. On se rappelle le Séti du Nord, le Haut-Karabakh. Enfin, il y a quand même des interventions russes là-bas, récemment encore avec les régions au sud de la Russie, le Kazakhstan. Donc, et on ne parle même pas évidemment de ce qui s'est passé avec les territoires de la Fédération russe, qui sont aussi européens, je rappelle. Hein. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a eu plusieurs guerres qui ont eu lieu, mais le choc est important dans la mesure où c'est une guerre qui est très lointaine de l'Europe occidentale. Hein. On est dans le monde slave, on n'est pas dans le monde occidental. Mais il y avait eu tellement d'investissements dans le but de créer une nouvelle base de l'OTAN en Ukraine, qu'on se souvient effectivement. Il faut se rappeler la psychologie russe par rapport à ça. Les Russes ont vu quoi? Ils ont vu des néo-nazis qui commençaient à bombarder le Donbass. Ils ont vu effectivement un retour de ce qu'ils ont connu dans les années 30-40, particulièrement en 41 quand il y a eu l'opération Barbarossa. Et ils ont eu l'impression de se dire, avec cette opération, que c'était un nouveau retour de l'offensive occidentale vers le monde
orientale de l'Europe. La Russie étant un État-continent, évidemment, et se sentait agressée, a réagi, mais il n'y a pas de choc plus que ça. C'est très mis en scène. On joue un peu, on sort les violons pour faire croire que l'Europe n'a jamais connu une guerre depuis 1945. C'est un mensonge. Des guerres, il y en a eu beaucoup, mais on les a oubliées. On se rappelle aussi de la guerre, évidemment, de ce qui s'est passé en Tchétchénie. C'est aussi l'Europe, je le rappelle. C'est l'Europe orientale, ça reste l'Europe. Donc, la dernière guerre importante en Europe, c'était la Yougoslavie. Il y avait une intervention de l'OTAN, de plusieurs forces internationales. Et effectivement, c'est une guerre qui a quand même fait couler beaucoup de sang et qui a duré longtemps. C'était une guerre civile. Donc, le choc est fin. Dans les faits, ils s'attendaient à ce qu'il y ait cette guerre. Ils ont provoqué le géant russe. L'ours russe est sorti de sa tanière. Et aujourd'hui, ils sont choqués par le fait que les Russes ont répondu de façon très forte. Voilà. Monsieur Qassimi Hassan, bonsoir. Alors, on le disait pour commencer cette émission, la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui est militaire. Sur le plan militaire, elle est là, elle existe, mais elle est également économique. Et c'est ça qui a frappé le plus le monde aujourd'hui et qui a bouleversé sa quiétude. Vous savez, je voudrais revenir aux problèmes de fond qui sont en relation avec la guerre d'Ukraine. Et là, je préciserai que ce n'est pas la guerre de Russie contre l'Ukraine. Et là, je voudrais vous dire une chose, que les Américains ont réussi un coup de poker incroyable, c'est d'installer au cœur de l'Europe le deuxième Sahel en Ukraine. Et là, croyez-moi que les Américains ont bien organisé, planifié et exécuté de sang-froid la guerre d'Ukraine. Il y a des enjeux géostratégiques très importants de domination de toute l'Europe. Les Américains se sont aperçus depuis fort longtemps que l'Europe se rapproche de plus en plus de la Russie et que des relations commerciales très très importantes étaient en train de se tisser et de se consolider et de se conforter. Je vous donnerai un exemple avec l'Allemagne, uniquement avec l'Allemagne. La Russie a un commerce qui dépasse les 80 milliards de dollars. En plus, on pourrait ajouter les deux gazoducs, le Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui devaient définitivement mettre une barrière insurmontable aux Américains pour vendre leur gaz de schiste en Europe. Alors, le coup de poignard a été planté dans le dos des Européens, malheureusement, qui n'ont pas eu cette possibilité de se doter d'une autonomie stratégique pour réduire l'omnipotence et la suprématie de l'Amérique au niveau de l'Europe. Et là, croyez-moi, je vais vous ajouter encore un autre fait historique important, c'est que quand il y a eu l'effondrement de l'URSS, Gorbatchev a été trahi par les Américains. Ils lui ont promis de ne pas que l'OTAN ne s'étende pas sur l'Europe de l'Est. Malheureusement, c'est une parole qui n'a pas été tenue. Les documents existent des promesses et des engagements de l'OTAN et de l'Amérique. Mais là, les Américains, comme toujours, ont menti, ont trahi et ont fait intégrer pratiquement plus de 10 républiques de l'Est dans l'OTAN. Et le dernier coup de poignard qui devait être porté à la Russie, c'est d'intégrer l'Ukraine pour pouvoir par la suite se projeter sur une déstabilisation de l'URSS et de pouvoir aussi prendre possession de tout un territoire de plus de 10 millions de kilomètres carrés. Les objectifs sont lointains et le véritable objectif de déstabilisation qui se déroule actuellement aux frontières de la Russie, c'est de provoquer l'effondrement de la Russie pour pouvoir prendre possession du gaz, prendre possession du pétrole et des matières premières de ce pays continent. Très bien, Monsieur Qassimi. Je crois que vous avez résumé un petit peu l'essentiel de ce conflit ou de cette offensive sur l'Ukraine. Passons à présent au Sahara occidental, un dossier qui a également marqué l'année 2022. Il a marqué l'année 2022 par le fait qu'il est revenu en force dans les instances internationales, en présence et en prestance. Monsieur Qantibala, alors le dossier sahraoui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui, contrairement justement à la puissance occupante qui enregistre et suit depuis quelque temps une succession de revers politiques et de scandales de corruption. Monsieur Qantibala. Oui, en effet, cette année 2022
a vu de nombreux acquis pour le peuple sahraoui, pour ses institutions, la RASD et son mouvement de libération, le Front Polisario, sur divers plans d'ailleurs, qu'ils soient diplomatiques, politiques, juridiques et de la société civile. Par exemple, à titre d'exemple, il y a eu les rétablissements des relations diplomatiques avec de nombreux pays en Amérique latine, tels la Colombie, le Pérou. Il y a eu des visites de nombreuses personnalités internationales dans les campements de réfugiés. Au niveau africain, il y a eu le rétablissement au niveau d'ambassadeurs des relations diplomatiques entre la RASD et le Sud-Soudan. Il y a eu la confirmation de la reconnaissance de la République sahraoui par le Kenya. Il y a eu des échanges d'ambassadeurs entre le Botswana et l'Angola. Il y a eu vraiment ça a été sur ce plan un bilan très positif pour la RASD. Pour le Front Polisario, on souligne également sur le plan militaire, les nombreuses attaques réussies des mouvements mobiles de la LPS contre des positions statiques et quasiment sans défense de l'armée d'occupation marocaine. Les attaques sont quasi quotidiennes et l'armée marocaine n'a aucune parade contre la LPS. Sur le plan juridique, on peut citer une décision, mais vraiment historique et magnifique, de la Cour africaine des peuples, des droits de l'homme et des peuples, qui, dans son arrêt, a dénoncé l'occupation marocaine et a demandé aux États africains de contribuer à la décolonisation du Sahara occidental, même au niveau de l'ONU. On a vu la décision des comités des 24, ou la comité de décolonisation, qui a confirmé une fois de plus cette année le droit du peuple inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Sans parler évidemment de la présence remarquable de la RASD dans les différents forums internationaux concernant l'Union africaine et par exemple l'Union européenne, où le président sahraoui a été accueilli comme un chef d'État à Bruxelles. Grande pompe, oui. Et également en Tunisie. En Tunisie avec la TICAD, oui. Tout à fait, en rapport avec la TICAD, qui n'a pas plus au Maroc, créant quasiment une crise entre la Tunisie et le Maroc. Le Maroc pensant vouloir faire le chantage à tous les États qui entretiennent des relations normales avec la RASD. De ce point de vue-là, on peut dire que la lutte du peuple sahraoui, le combat du Front Polisario et de la RASD sont plus que jamais consolidés sur le plan international. Et évidemment, c'est ce que cherche le peuple sahraoui, c'est une reconnaissance internationale qui sera évidemment concrétisée par la victoire finale, à savoir l'indépendance du Sahara occidental. Et donc, ceci, en fait, ce sont quelques exemples seulement, sans oublier évidemment l'unité du peuple sahraoui, qui a été consacrée par de nombreuses manifestations et luttes combien héroïques, symbolisées par la lutte de Sultana Khaya dans les territoires occupés, qui n'hésitait pas à faire face à l'occupation marocaine et proclamer leur adhésion à l'idée de l'indépendance et à l'adhésion au Front Polisario. Oui, alors de plus en plus le combat des Sahraouis est reconnu par les instances internationales pour la justesse de cette lutte, contrairement, je crois, à ce qui se passe en ce moment avec la force de l'occupation marocaine, le Merzan y compris. Donc, et cette histoire de corruption, M. El Kantibala, qui a un petit peu entaché tout un régime et tout un système, je dirais, politique, concernant les parlementaires. Tout à fait. En parallèle des victoires du peuple sahraoui et de ses institutions dans leur combat sur divers plans, on constate également le revers du régime marocain, englué dans des affaires terribles, telles que Pegasus, par exemple, où son nom est cité partout, et plus récemment, encore plus grave, son implication dans ce qui est désormais appelé le Maroc Gate, à travers son interférence dans la politique européenne, à travers la corruption d'élus européens, une affaire d'ailleurs qui
qui se déroule encore devant la justice et dont les divers impliqués dénoncent le Maroc et dévoilent la constitution d'une organisation criminelle dirigée par le Maroc et hostile, c'est le mot, c'est le cas de le dire, hostile aux États européens, ce qui ne manquera pas des conséquences négatives sur le Maroc. En tous les cas, c'est une affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets, vu le nombre justement de personnes qui y sont impliquées, et pas seulement des parlementaires européens. Il y a également la cause sahraoui. Alors, messieurs, la cause sahraoui qui a quand même brillé lors du dernier sommet arabe d'Alger, où il y a eu la signature de tous les protagonistes, je dirais, palestiniens, de la déclaration d'Alger, une déclaration historique qui pointe le clou dans justement cette colonisation sioniste. Nous allons écouter ensemble et voir ce dossier signé Safwan Ben Sabri et on relance le débat. L'année 2022 écoulée, retour sur les événements marquants qu'a connu le monde arabe en cette année charnière dans les relations internationales et particulièrement sur la place occupée par la Palestine. Au centre des questions qui occupent la conscience des peuples et des gouvernements arabes depuis la seconde moitié du XXe siècle, il y a la cause palestinienne, dénominateur commun et idéalement projet fédérateur de la nation arabe. Alger a su, durant l'année 2022, prêter sa voix à celle de la Palestine, faisant d'Alger une caisse de résonance pour la résistance palestinienne. Dans une volonté d'unifier les rangs palestiniens, le président algérien Abdelmajid Tebboune a convié toutes les factions palestiniennes à Alger pour sceller ce qui portera le nom de la déclaration d'Alger. Une déclaration qui constitue une base solide pour une unité politique palestinienne selon plusieurs observateurs, dont l'Union européenne, qui a salué les efforts de l'Algérie. S'en est suivi le sommet arabe, tenu le 1er et 2 novembre à Alger, une occasion de plus pour réaffirmer la centralité de la cause palestinienne, une question en tête des priorités de la politique extérieure algérienne. Le président algérien a par ailleurs réaffirmé la disposition de l'Algérie à porter devant le Conseil de sécurité de l'ONU la demande palestinienne à devenir membre permanent de l'Organisation des Nations Unies. Hormis la place centrale occupée par la cause palestinienne dans le champ politique arabe, celle-ci a aussi trouvé un écho dans le monde du sport avec la Coupe du Monde au Qatar, première de l'histoire à être organisée dans un pays arabe. Un mois durant, il a été difficile d'ignorer la présence massive de drapeaux palestiniens dans les mains des supporters, une façon de montrer que la Palestine aura toujours sa place dans le cœur des peuples arabes. Alors, comme on vient de le voir, M. Qassimi, la cause palestinienne, c'est la question axiale cette année, en tous les cas concernant le sommet arabe d'Alger, où c'était un petit peu la question pivot. La déclaration d'Alger, si vous voulez, a marqué de grands points en faveur de la question palestinienne. Cela a permis aujourd'hui de booster la question palestinienne, qui était presque en berne avec ce mouvement de normalisation de beaucoup de pays arabes avec l'entité sioniste. Qu'en pensez-vous, M. Qassimi? Je voudrais d'abord dire que les deux dossiers palestiniens et le Sahara occidental, ce sont des dossiers qui se rejoignent dans le fond et qui sont inscrits dans le chapitre des Nations Unies, dans le chapitre de la décolonisation. D'abord, sur les deux dossiers, le Sahara occidental et la Palestine, il y a une volonté politique des démocraties, entre guillemets, coloniales, qui ont enterré la liberté et les droits de l'homme là où ils étaient. Et là, croyez-moi que cette volonté de vouloir enterrer le dossier du Sahara occidental et de la Palestine a commencé avec les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'était un processus qui devait évoluer vers des normalisations, puis avec l'entité sioniste, puis évoluer vers l'enterrement de la question du Sahara occidental. Maintenant, pour le Sahara occidental, vous devez savoir qu'il y a eu une décision, une résolution très très importante du 14 octobre 2022 de la 4e commission de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, qui a réaffirmé le cadre juridique du Sahara occidental comme étant
inscrit dans le chapitre de la décolonisation. Maintenant, pour la Palestine, vous devez savoir que il y a un plan actuellement très dangereux. L'extrême droite sioniste est revenue au pouvoir et il y a un plan très dangereux de Netanyahou de vouloir enterrer définitivement la solution politique à deux États et d'aller vers une autre solution où la Palestine, on conférera à la Palestine une autonomie interne sans souveraineté. Donc, vous voyez qu'entre ces deux dossiers, il y a une similitude un peu troublante. Le Maroc propose un plan d'autonomie au Sahara occidental et Netanyahou propose un plan d'autonomie à la Palestine. Et vous devez savoir aussi que l'idée du plan d'autonomie du Sahara occidental est une idée sioniste qui a été transférée de l'antisioniste vers le Maroc pour pouvoir essayer de la mettre en œuvre en vue d'enterrer définitivement la solution d'enterrer définitivement ces deux dossiers. Et là, l'Algérie a été leader en matière pour militer sur ces deux dossiers. Et le président de la République, vous avez vu, a mobilisé beaucoup de moyens pour réunir toutes les factions, malgré les écueils et les entraves qui ont été rencontrées sur le chemin de ce processus mis en place par le président de la République, de vouloir réunir toutes les factions à Alger. Ça a été fait, ça a été un grand succès. Et là, il y a eu une plateforme, un socle solide politique, devant un peu préparer l'unité de toutes les factions politiques et militaires palestiniennes pour essayer de constituer une force et une alternative aux tentatives d'atomisation de la question palestinienne. Monsieur Gamal Abina, alors un siège pour la Palestine au sein du Conseil de sécurité permanent, une idée qui fait son chemin ? Oui, la problématique de ces idées, c'est que c'est un peu comme le Conseil national palestinien à Alger en 88. On a eu la consécration par l'Algérie, encore une fois, de l'existence du peuple palestinien, qui a été, encore avant, une dizaine d'années auparavant, grâce au travail de l'Algérie, représenté à l'ONU avec ce fameux discours de Yasser Arafat. Donc, effectivement, en termes onusiens, la question palestinienne est présente, l'a toujours été, avec je crois, près de 90 maintenant, 90 résolutions qui n'ont pas été respectées par la partie israélienne sioniste, évidemment. Mais j'ai envie de dire simplement, on est quasiment qu'au stade du symbole. C'est un peu comme l'UNESCO qui voit les Palestiniens représentés. C'est bien beau, mais ça ne change pas la donne. Il y a un agresseur qui refuse de composer avec les lois onusiennes, donc la loi internationale, le droit international auquel, soi-disant, l'Occident est si attaché, et de l'autre côté, un peuple victime à qui on a spolié sa terre et qui se retrouve toujours en train de négocier dans un rapport de force extrêmement défavorable, et la troisième partie, évidemment, états-unienne, qui propose des accords de capitulation auprès de dictatures. Je le rappelle, ce sont des dictatures qui signent des accords et pas les peuples. Et donc, ces accords de capitulation qu'on appelle les accords d'Abraham, évidemment, se font sur le dos du peuple palestinien, qui n'est pas respecté en soi, qui n'est pas consulté, se font sur le dos des Arabes et des pays arabes. Rappelons, et c'est bien de le rappeler, que la question palestinienne, pendant la Coupe du Monde, était présente, puisque le peuple marocain soutient massivement la Palestine. N'oublions jamais que les Marocains sont un peuple arabe qui soutient leurs frères palestiniens, et que malheureusement, la direction politique du pays refuse d'entendre cela. Donc, ces questions palestiniennes ne peuvent être réglées par rapport à la partie sioniste que le jour où les sionistes accepteront l'idée qu'ils ont en face d'eux des adversaires crédibles, évidemment, parce qu'ils ne nous respectent pas, et que le jour où ils comprendront qu'on ne fait pas la paix avec les dictatures, on fait la paix avec des peuples, et que la paix se fait avec son ennemi. Ce sont des ennemis, c'est un fait. Ils sont venus se servir d'une terre qui n'était pas la leur, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils regardent les choses. Le monde évolue très vite, les changements sont radicaux, et que le retard technologique que les Arabes avaient accusé pendant des années, aujourd'hui, commence, est en passe d'être comblé, et que s'il doit y avoir une nouvelle confrontation, elle ne sera absolument pas favorable aux sionistes. Donc, ils devraient vraiment réfléchir à la possibilité, enfin, dans un rapport de force qui est encore un peu favorable, de négocier avec les Palestiniens directement pour obtenir un statut de paix définitif dans la région. Alors, le monde arabe, plus que jamais, est présent également, parce que le monde arabe n'est pas un reste du monde, puisqu'il subit, lui, également de plein fouet ces perturbations
perturbations causées par le conflit en Ukraine et bien avant. Le Liban en atteste de cela. La situation au Liban sur le plan économique et politique est l'une des plus désastreuses. L'inflation a atteint des taux énormes. Monsieur Manuel Pouchelet, alors pour le Liban aujourd'hui, on a vu que cette année 2022 a marqué la situation au Liban sur le plan économique et sur le plan également politique, puisque le Liban était pratiquement en banqueroute totale. Oui, le Liban, si vous voulez, il faut le rappeler aux téléspectateurs, le Liban connaît une situation économique terrible. Les salaires ont été divisés par 10. La livre libanaise a perdu beaucoup de sa valeur et n'est plus convertible en dollars. Et si vous voulez, il y a aussi une crise politique libanaise où nous avons eu le départ du président Aoun, qui pour l'instant n'est pas remplacé. Et on revoit revenir sur le devant de la scène les leaders politiques qui ont été instaurés dès la guerre civile de 1975 à 90, si vous voulez. Donc le Liban a eu déjà pas mal de mal à se redressé de l'explosion du port en 2020, le 4 août 2020. Aujourd'hui est en proie à une crise économique sans pareil où les Libanais se posent des questions. Et puis derrière, vous avez aussi un jeu où il y a un appel aux communautés, notamment l'Algérie, à aider le Liban. Et puis aussi, c'est invité dans l'équation l'Iran. Alors, on oserait dire le Hezbollah, mais on attend toujours parce qu'au Liban, il y a des perspectives économiques intéressantes où on tente des compromis avec Israël, vous savez, pour le forage au large en Méditerranée orientale pour des ressources en gaz qui permettraient au pays de se sortir de ce marasme économique qu'il connaît, mais en même temps d'alimenter l'Europe. Mais pour l'instant, il y a une espèce de stagnation. On a des banques en difficulté. On a un gouverneur des banques, M. Salamé, qui est aussi en difficulté et qui pour l'instant manque de transparence. Et je rappelle qu'au Congrès arabe de Tunis en 2019, de mémoire, il avait été demandé aussi au Liban de faire preuve de transparence. Pour l'instant, ce sont des dossiers pour lesquels les Libanais tentent de répondre, mais il y a aussi une autre urgence, c'est l'accueil au Liban, d'1 million de réfugiés syriens. Et pour l'instant, la situation est aussi préoccupante sur cet aspect sécuritaire qu'il ne faut pas négliger et prendre en compte dans l'équation où le pays n'a pas forcément d'aide. Donc, si vous voulez, l'endettement s'explique aussi par cette non-assistance du Liban par rapport à l'accueil de ces réfugiés syriens et aussi palestiniens depuis des années, depuis qu'il y a eu la création d'Israël en 1948, où, si vous voulez, le Liban fait seul face à ces situations où il a besoin d'aide. Ses créanciers habituels, que sont l'Arabie saoudite, lui a tourné le dos. Maintenant intervient l'Iran avec la mainmise que l'on sait sur le pays progressivement. Mais il faut savoir que le Liban, de toute façon, est toujours une caisse de résonance du Moyen-Orient, qu'il faut l'aider à s'en sortir parce que, n'oublions pas, la population ne mord jamais qu'il alimente. Oui, alors, mais monsieur, la main qui lui est tendue, oui. Mais monsieur Pouchelet, mais monsieur Pouchelet, le Liban a toujours vécu, si vous voulez, sous le poids de ses partenaires, l'Arabie saoudite d'une part, la France de l'autre, ce qui justement rend très difficile tout consensus aujourd'hui. Le Liban peine justement, comme vous le disiez, à avoir un président. Mais le Liban a également été au bord de la faillite. Jamais crise n'a été aussi aiguë sur le plan politique, ni encore sur le plan économique, surtout après l'explosion du port. Oui, ça l'a été, parce qu'en fait, vous avez toujours affaire, entre guillemets, c'est une société clanique au Liban. Il y a quand même 18 communautés qui ont du mal à s'entendre, même malgré la constitution de 1946 qui répartit les pouvoirs entre les chiites, les sunnites et puis les chrétiens. Mais quelque part, ce que vous dites est parfaitement vrai. On a un pays qui n'arrive plus à s'en sortir. On dit toujours que le Liban est souvent comparé au phénix qui renaît de ses cendres, mais force est de constater que depuis 2020, il est en très grande difficulté. Même la France et l'ambassadrice de France au Liban s'en est inquiété en disant il faut impérativement que le pays ait un président. À l'heure actuelle, c'est impossible. Il y a trop de tractations entre les partis politiques et même certains chefs religieux commencent à s'en mêler, si vous voulez. Et on sait que le Premier ministre actuel, M. Mikati, tente de maintenir au pouvoir à flot, on va dire, l'économie du pays, mais c'est quasiment impossible. On est face à ces mots, MAUX, qui perdurent depuis des années et pour l'instant, il est difficile de sortir de cette situation. Je pense que les Libanais ont besoin d'aide, mais je pense que les seuls qui trouveront une solution à leurs problèmes, ce sont les Libanais eux-mêmes. Et pour l'instant, il y a encore trop de tractations entre partis politiques et, on va dire, figures politiques et emblématiques des années 75 et suivantes, si vous voulez. Très bien. Monsieur Qassimi, je me tourne vers vous. Quelle serait la solution aujourd'hui pour que le Liban sorte de sa crise? Parce que apparemment, c'est le pays arabe qui a été le plus touché de plein fouet, pour ne pas le dire, par la crise. Est-ce qu'il faut revoir quelque part les accords de Taïef ou est-ce que c'est une lubie?
savez, ce qui se passe un peu au Liban, c'est un peu une image de l'instabilité qui évolue et qui s'étend au Moyen-Orient. Donc, ce qui se passe au Liban doit être mis en relation avec l'occupation des territoires par l'entité sioniste de la Cisjordanie, du Golan, et bien sûr de la volonté de l'entité sioniste de construire le Grand Israël. Le Grand Israël est une feuille de route de Netanyahou qui a été inscrite dans son programme d'action, et l'extrême droite la plus virulente, la plus violente qui revient au pouvoir a la ferme intention de réaliser, bien sûr, avec le soutien et l'aide de l'Amérique. Donc il y a une volonté de vouloir étendre d'une manière infinie les frontières de l'entité sioniste, intégrer la totalité de la Cisjordanie, prendre possession, annexer le Jourdain, annexer le Sinaï, annexer le Liban et prendre définitivement possession du Golan. Donc voilà un peu le schéma du futur immédiat qui va évoluer un peu au Moyen-Orient. Et croyez-moi que le monde arabe fait l'objet actuellement d'un processus de domination violent. Et ce qui se passe actuellement un peu au Liban, nous devons dire que nous sommes dans une situation de vacances constitutionnelles. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Donc il y a une volonté sioniste d'empêcher la normalisation et la stabilisation du Liban. Donc, pour provoquer, bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, un pays qui est en train de s'effondrer, un pays qui est en train de s'effriter, et cela est de mauvais augure, et nous pouvons imaginer facilement au courant de l'année prochaine la reprise des affrontements, bien sûr, entre différentes ethnies et qui constituent une mosaïque pratiquement explosive au Liban. Et là, le monde arabe, malheureusement, est absent. Il subit des événements qui ne sont pas en sa faveur, et 2023 sera une année de tous les risques pour le Liban, pour les Libans et pour le Moyen-Orient aussi, parce que n'oubliez pas qu'il y a des guerres qui sont en train de s'annoncer et qui sont en train de se développer en silence au Moyen-Orient. Oui. Au fait, la Libye également, la Libye qui est un dossier assez lourd depuis donc l'annulation des élections en 2021, le 24 décembre 2021, la Libye commence un petit peu à reprendre ou à émerger. Est-ce que vous pensez que l'année 2023, Monsieur Gamal Abina, sera celle de la solution, bien sûr, au vu de tous les événements qui se sont déroulés dernièrement, et bien sûr avec le nouveau représentant des Nations Unies qui est donc Bathily? Si vous le permettez, j'aimerais ajouter 2-3 choses par rapport au Liban. Allez-y, faites-le brièvement. Oui. Très rapidement, c'est un pays qui est sous protectorat français, qui est arraché à la Syrie, le pays du Cham, qui sera en 75, qui tombe dans une guerre civile provoquée par l'Israël, on le sait très bien, avec l'attaque de ces Palestiniens par les chrétiens phalangistes, qui va donc avoir une guerre civile de 15 ans, qui va finir par signer les accords de Taïf en 90, mais qui reste occupé par Israël dans le sud-Liban, qui 10 ans plus tard sera chassé par la France, par le Hezbollah en 2000, qui subira à nouveau des attaques en 2008, qui ensuite, entre-temps, il y a l'assassinat de Rafik Hariri, donc le soutien un peu de l'Arabie qui joue sa partition côté musulman sunnite. Absolument, le courant du 8 mars, absolument. Et de l'autre côté, il y a l'Iran qui, effectivement, s'appuie sur Hezbollah et sur Michel Aoun. Donc, tous ces éléments-là font que ce pays a été systématiquement tombé dans des guerres en cascade, 2008 à nouveau. Ensuite, il y a eu l'explosion du port, effectivement, qui était une catastrophe. Dans un pays où l'économie est en branle, c'est littéralement effondré avec une monnaie qui vaut plus grand-chose. La livre libanaise ne vaut rien. Et donc, c'est un pays qui subit une hémorragie de sa classe intellectuelle, de ses cadres. C'est un pays qui a subi des guerres à répétition. C'est un pays qui subit un contre-courant. Il faut savoir quand même que le Liban, avant l'agression israélienne et la destruction du pays, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Donc, tous ces éléments sont constitutifs de l'effondrement du Liban. Ça n'est pas un effondrement qui a été juste une mauvaise gestion de l'État. C'est que l'État, même s'il avait bien géré, n'avait plus les moyens de faire face. Et je pense, et j'en appelle d'ailleurs aux États arabes, qu'il faut soutenir le Liban, il faut le sortir du marasme dans lequel il est, tout comme la question libyenne, puisqu'on vient d'aborder à l'instant, vous m'avez posé la question. Alors, la Libye, c'est pareil, tout le monde y va de sa partition.
les Turcs d'un côté, les Américains de l'autre, les Français qui ont des intérêts par rapport à Total. On sait bien aussi que Al Saoud est derrière aussi, que tout un tas d'organisations ont le Qatar aussi à manœuvrer un temps avec les frères musulmans. Donc la Libye, qui était un pays qui a une unité très forte entre Cyrénaïque, Fezzan, Tripolitaine, a été à nouveau divisée, alors que Kadhafi avait fait un État-nation unifié et nationaliste arabe, faut pas l'oublier. Eh bien, on a détruit ce pays parce que c'est un pays qui est très riche, dont le pétrole est facile à extraire, qui est une mine d'or, qui était bien gérée, contrairement effectivement à d'autres pays, et surtout qui posait un problème sur le plan politique, qui fait partie des pays du front du refus, le refus de capitulation par rapport à Israël. Et donc la Libye aujourd'hui a peut-être, nous l'espérons, si l'Algérie évidemment réussit à apporter un petit peu de modération, puisque c'est l'Algérie qui reste le pays quand même le plus objectif dans la région, qui n'a pas d'ennemis particuliers en vérité par rapport à la Libye et par rapport aux différents intervenants, peut jouer effectivement de ses bons offices en tant que grande nation de la diplomatie pour faire en sorte de rapprocher les points de vue entre le Toubrouk d'un côté, Tripoli de l'autre. C'est ça qui pourra peut-être être enfin la porte de sortie de ce qu'on appelle la crise libyenne, qui est une crise qui a été largement alimentée par l'extérieur. Absolument. D'ailleurs, comme le Liban, et vous l'avez précisé, M. Gamal Abina, vu qu'il nous reste que 2 minutes, alors je vais aller vers M. Kantibala, à qui je n'ai pas donné beaucoup de paroles, puisque de toute façon, je sais qu'il est beaucoup plus versé sur le dossier sahraoui. Je vais vous donner la parole quelques secondes, chacun de vous, pour clore le débat, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. M. Kantibala, je commence par vous. Oui, moi, je voudrais rappeler rapidement, et on soutient ce qu'ont dit vos invités, c'est qu'en fait, le combat du peuple sahraoui est emblématique du combat de nombreux peuples qui ne sont pas encore rassurés pour leur indépendance, vu effectivement cette tendance du néocolonialisme à revenir par la petite fenêtre afin de occuper de nouveau d'une nouvelle manière les autres peuples et accaparer leurs richesses. Donc voilà, nous ce que nous demandons, c'est ce que demande l'Union africaine, le respect des frontières héritées du colonialisme, quand bien même ils ne sont pas justes et qui sont quelque part une conséquence du colonialisme, mais nous voudrions le respect de ces frontières, le respect des peuples à disposer d'eux-mêmes et la non-ingérence dans les affaires des États. Malheureusement, nous souffrons de cette ingérence de la part de pays occidentaux qui veulent modeler le monde selon leur propre volonté et non pas selon la volonté des peuples. Merci beaucoup, Monsieur Kantibala. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mes invités, je vous remercie un à un. Monsieur Gamal Abina, Monsieur Manuel Pouchelet, Monsieur Hassan Qassimi pour avoir contribué à la rétrospective de cette émission. Je vous souhaite une très bonne année, mes meilleurs vœux également pour tous nos téléspectateurs. Au revoir.